Bonjour à tous et bienvenue au Printemps des Territoires. Je suis Maude Prusse et j'ai le plaisir d'animer cet échange. On va aborder un premier atelier pour parler des solutions innovantes qui répondent aux enjeux du plan Le logement d'abord. Un plan qui a pour objectif de promouvoir l'accès direct au logement pour des personnes en situation de grande précarité. Un sujet qui mobilise toutes les villes, tous les territoires. Quelles solutions innovantes pour les personnes sans logement? Comment favoriser la mixité et le lien social? Comment mettre fin à des parcours d'errance qui excluent toujours plus? En un mot, quelles solutions pour une réinsertion réussie? Alors, pour aborder ces sujets, deux projets innovants, le village des 5 ponts à Nantes et les pensions de famille à Doma. Avant de vous présenter les intervenants de cet atelier, une information utile. Après ces deux échanges, nous aurons 15 minutes pour répondre à vos questions, donc je compte sur vous. Nous commençons avec la première solution, le village des 5 ponts à Nantes. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Adeline Dalluin, qui est directrice du pôle Nantes Métropole pour l'association Les Eaux Vives Emmaüs. Bonjour Adeline. Et Laetitia Coudriot, qui est responsable animation sociale, innovation et communication pour CDC Habitat Grand Ouest. Bonjour Laetitia. Bonjour Maude. Avant d'entrer dans le vif du sujet, Laetitia, pouvez-vous nous présenter votre mission, s'il vous plaît? Oui, bonjour à tous. Donc tout d'abord, CDC Habitat, nous sommes bailleurs, nous sommes un opérateur d'envergure nationale, un opérateur de l'habitat d'intérêt public. Donc nous gérons un parc de plus de 530 000 logements, à la fois en métropole et en outre-mer. Alors bien sûr, nous ne faisons pas que construire et gérer des logements. On a à cœur de développer des services, d'accompagner nos locataires les plus fragiles. Et on a aussi le souhait de développer et de loger des publics les plus vulnérables, les plus fragiles. Et c'est en ce sens qu'est ma mission, c'est-à-dire de développer, de réfléchir à des projets à forte valeur et utilité sociale pour que le projet immobilier serve le projet social. Alors bien entendu, ces projets, on ne les mène pas seuls, on le fait avec et surtout pour le compte d'associations. Et c'est notamment le cas du village solidaire 5 ponts avec l'association Les Eaux Vives Emmaüs. Et justement, Adeline est là pour nous parler du village des 5 ponts, un projet d'inclusion pour les sans-abri, mais pas seulement. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est né ce projet ? Oui, c'est un projet innovant qui permet l'inclusion et l'évolution du regard en direction des personnes sans abri. C'est un projet qui a été lauréat des actions urbaines innovantes au niveau de l'Europe. Si on veut comprendre le projet, il faut remonter un peu à ses origines, faire un peu d'histoire. Il y a à peu près 10 ans, le projet est né dans la tête des Eaux Vives. À l'époque, on avait 3 structures distinctes. Un accueil de jour, une halte de nuit qui met à l'abri des personnes qui n'ont pas d'hébergement, et puis un centre d'hébergement d'urgence dans 3 lieux différents. L'idée était de pouvoir regrouper ces 3 structures en une seule. Et au fur et à mesure du projet, on a voulu s'associer à des partenaires pour être véritablement dans un projet d'inclusion totale et pas juste un regroupement de 3 structures. Et c'est là où on s'est rapproché de CDC qui nous a suivis dans ce projet un peu fou. Avec la ville de Nantes, on a cherché un territoire au cœur de ville, donc sur l'île de Nantes, véritablement en plein cœur de ville. Pas très loin du futur CHU qui va bientôt ouvrir pour être véritablement dans ce centre. Le projet aujourd'hui, son but, c'est véritablement d'être dans une mixité sociale. Donc il y a évidemment nos activités d'inclusion envers les sans-abri, mais pas que. Ce projet, aujourd'hui, il regroupe des logements. Donc on a 50 logements sociaux et 20 logements de propriétaires bailleurs, propriétaires occupants de tout niveau. Il y a un restaurant social et solidaire. On a des fermes urbaines sur les toits, une plateforme de bureaux, voilà, et un magasin qu'on veut à but social et solidaire. C'est vraiment un projet multipartenarial. Effectivement, un lieu vraiment innovant. Le parcours d'ailleurs de réinsertion est pensé avec plusieurs clés d'entrée, c'est-à-dire que chaque pont correspond à une composante de réinsertion, c'est bien ça ?
Oui, c'est tout à fait ça. L'intitulé des 5 ponts a un sens. Donc, le premier pont étant celui du logement. Bon, j'en reparle pas, vous avez un peu compris le sens. Le deuxième pont est celui de l'emploi. Ce projet nous permet de retravailler avec les personnes sur l'insertion par l'emploi d'une manière assez originale et innovante. On a lancé le dispositif qu'on appelle Premières Heures, et en fait qui est un dispositif où l'emploi s'adapte à la personne et pas la personne s'adaptant à l'emploi. Génial. Donc on est sur des contrats de très courte durée. On commence par des contrats de 4 heures, 8 heures, 16 heures et on évolue. Pour des personnes qui n'ont jamais travaillé ou qui n'ont pas travaillé depuis 10, 15 ou 20 ans, pour lesquelles la notion d'emploi est très très éloignée de leur perception. Et tout doucement, on réapprend les gestes de l'emploi. Le deuxième point est celui de la santé. Au sein du centre d'accueil, on a une salle de soins avec un lit médicalisé et tout ce qui est nécessaire, mais qui n'est pas utilisé par un professionnel en interne. L'idée était vraiment de pouvoir permettre à d'autres partenaires, plus largement, d'intervenir pour permettre à la santé de venir aux personnes sans abri qui ont parfois du mal à se mobiliser, notamment sur des soins en addictologie ou en psychiatrie qui sont des difficultés assez importantes. Nous avons le quatrième pont qui est celui du pouvoir d'agir parce que on pense que tout le monde a la possibilité d'agir sur sa vie, que tout le monde a des compétences, des capacités et qu'il suffit de savoir par quel levier les mettre en action. Voilà. Ok, tout est pensé justement pour chacun. Et ça, c'est vraiment super. Alors, le dernier pont, c'est le pont qui réunit tout l'écosystème du village. C'est le pont du vivre ensemble. Pourquoi ce pont est si important ? Le pont du vivre ensemble, c'est un peu l'ADN du projet. C'était vraiment l'inclusion sociale. Maintenant, le vivre ensemble ne se décrète pas. Il se construit au jour le jour. Et ce n'est pas tous les jours évident. On a un public, malgré tout, qui parfois a des comportements, je dirais, inadaptés. On a des bagarres, on a de l'alcoolisation importante, des troubles parfois envahissants, parfois des squats de halls d'immeubles ou ce genre de choses et des comportements qui sont pas adaptés. Mais toute l'importance de ce projet et toute sa réussite, c'est qu'on arrive à travailler ça avec l'ensemble des partenaires. On ne s'oppose pas à nos voisins, ce qui est très rare, parce qu'on a construit le projet avec eux. Très bien. Et du coup, on travaille ça, on travaille vraiment ça avec eux pour justement être dans ce vivre ensemble. Pendant les 10 années de construction du projet, on a œuvré ensemble avec tous les partenaires dans cette fabrique de projets. Et tout de suite, on s'est dit qu'il fallait qu'on maintienne ce travail commun. Et on a créé ensemble ce qu'on a appelé un peu pompeusement le village solidaire des 5 ponts, comme le village d'Astérix. Et voilà. Et ce qui nous permet de travailler sur toutes ces problématiques et de chercher ensemble des solutions adaptées. Okay. Le dialogue pour libérer et trouver et répondre aux problèmes. Laetitia, justement, vous, comment vous accompagnez les locataires du village, puisqu'il y a des locataires, à s'approprier l'état d'esprit de ce lieu qui est différent des autres ? Oui, en effet, c'était un vrai sujet, puisque, alors, je le rappelle, on a 50 logements sociaux. Donc, on a initialement, au moment d'attribuer les logements, on est dans une procédure réglementaire d'attribution, s'agissant du logement social. On a enclenché une démarche particulière, puisqu'on voulait sensibiliser au mieux les futurs habitants aux spécificités de ce village, parce que vous comprenez bien, c'est un lieu particulier avec des publics qui se côtoient pas forcément, qui n'ont pas l'habitude de cohabiter. Donc on a sensibilisé, informé en amont et les habitants ont eu le choix, les habitants potentiels ont eu le choix de dire non, je ne me sens pas de venir habiter là. Et d'autres, à l'inverse, ont eu une très grande motivation, ont manifesté un très grand intérêt à venir vivre ici, à partager les valeurs de solidarité et de vivre ensemble. Alors ça, c'est un fait. Donc une fois le village ouvert, une fois les habitants arrivés, on a volontairement organisé des événements de proximité, des événements de convivialité à la fois en festif, culturel, avec l'idée de justement créer ce lien dès le départ pour justement que ces publics se rencontrent. Le but, c'était bien sûr de lever les barrières, de casser un petit peu les a priori et puis réduire la peur de l'autre. C'est ça le sujet. Donc on est toujours dans cette dynamique aujourd'hui d'animer et de faire se rencontrer les habitants.
Très clair. Donc la convivialité pour apprendre à vivre ensemble. Adeline, j'imagine qu'il peut quand même y avoir des complications. Vous nous en avez évoqué quelques-unes au début. Donc quelle est la méthode concrète pour les résoudre ? Alors, l'une des complications, j'en ai parlé à l'instant, c'était notamment des squats d'immeubles et des difficultés surtout de 18 à 20 heures qui correspond à l'ouverture de notre halte de nuit. Malheureusement, nous n'avons que 30 places sur cette halte de nuit et du coup, il nous arrive régulièrement de refuser jusqu'à une dizaine de personnes. La halte de nuit étant le dernier endroit possible de mise à l'abri pour la nuit. Ce n'est pas un centre d'hébergement, c'est vraiment un accueil de nuit. Donc une fois qu'on est refusé à la halte de nuit faute de place, on n'a nulle part où aller. Donc ce créneau de 18 à 20 heures, c'était le créneau où les personnes refusées de la halte de nuit avaient tendance du coup à rester sur le village, parfois à vouloir rentrer dans les halls d'immeubles et ça posait une grosse difficulté. Grâce à ce travail de vivre ensemble et avec l'ensemble des partenaires, on s'est accordé sur la mise en place d'un système de maraude. Et du coup, on a 2 salariés qui vont à la rencontre des personnes qui sont refusées et qui travaillent avec eux et qui les orientent justement vers d'autres lieux possibles, d'autres démarches et, pour éviter justement de gêner le voisinage. Et c'est important de travailler ça ensemble. Après, c'est ce que disait Laetitia, l'idée c'est de faire évoluer les regards. Et pour ça, on a des activités qui nous le permettent, on a des médias pour ça. Le restaurant est un restaurant ouvert à tous. Chacun mange la même chose, le même repas, seulement à des tarifs différents. On est à 1,70 € pour les personnes accueillies, à 8 € pour le grand public. Et de permettre de partager un repas tous ensemble lève les barrières et fait changer le regard sur l'autre et lève certaines peurs que l'on peut avoir sur le public sans abri. La ferme urbaine permet également des activités de maraîchage et on sait que quand on travaille la terre, là aussi on lève les barrières et on fait changer le regard. Et c'était véritablement le but du projet. Très clair. Le projet existe depuis un peu plus d'1 an, je crois. Très rapidement, combien de personnes sont réinsérées ? Si vous avez des chiffres, je ne sais pas si c'est possible, ou en phase de réinsertion. Oui, alors le projet a juste 1 an, donc nos chiffres sont tout récents, mais on s'aperçoit déjà des premiers effets et c'est ça qui est assez surprenant. On ne pensait pas que ça irait aussi vite. Par exemple, sur le centre d'hébergement, on a 46 studios. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les structures existaient avant. Le centre d'hébergement, avant, on était sur une durée de prise en charge d'à peu près 15 mois. Aujourd'hui, depuis qu'on est dans les 5 ponts, on est sur 8 mois. Au bout de 8 mois, il y a une solution déjà qui est trouvée parce que les personnes ont pu se tester à vivre dans un studio aménagé, à vivre comme dans un immeuble classique, je dirais, et du coup, on aperçoit ça. Par rapport à l'emploi, on est aujourd'hui sur un peu plus de 60% de sorties positives vers de l'emploi ou de la formation, je le rappelle, pour des personnes qui n'ont jamais travaillé ou très peu. Donc les chiffres sont déjà très encourageants. Effectivement, de très beaux résultats. Et pour de tels projets, on a besoin de partenaires financiers, de partenaires experts de la construction et de la gestion de logements sociaux. CDC Habitat est donc un partenaire idéal. Laetitia, quelles sont les solutions de financement sur ces projets-là ? Oui, donc effectivement, comme vous avez pu le voir, c'est un projet complexe dans toutes ses composantes. On le rappelle, il y a le centre d'accueil qui comprend un foyer d'hébergement, une halte de nuit, une halte de jour, un restaurant solidaire. Il y a des logements, 70 logements, 50 sociaux et 20 en accession libre. On a une plateforme de bureaux, des cellules commerciales et puis une ferme en toiture. Donc bien entendu, c'est un projet complexe, complexité juridique, technique, architecturale. Et donc il nous a fallu faire sens dans ce programme et ce projet commun. Alors c'est 10 000 m² de surface de plancher, donc c'est CDC Habitat qui en a été le maître d'ouvrage, avec l'appui, l'expertise d'un architecte qui était vraiment très présent pour adapter le projet aux différents besoins. Alors la question du financement, elle est centrale. Donc c'est un projet qui a coûté 22 millions d'euros dans sa totalité et qui a pu avoir l'aide de l'Europe, qui a soutenu le projet à hauteur de 5 millions d'euros. Et puis les collectivités locales aussi ont très largement participé, que ce soit la région Pays de la Loire, le département de la Loire-Atlantique, Nantes Métropole, la ville de Nantes, et puis aussi de nombreux mécènes qui ont soutenu l'association Les Eaux Vives Emmaüs. Et sur les 22 millions, donc CDC Habitat a financé 14 millions, que ce soit en fonds propres ou en prêts aidés.
Alors, en termes de propriété aujourd'hui, parce que c'est aussi ça, hein, la complexité derrière, nous sommes bailleurs de logements, hein, nous ne l'oublions pas. Donc, on est toujours, CDC Habitat est toujours est propriétaire des logements sociaux. A vendu une partie du centre d'accueil à l'association Les Eaux Vives Emmaüs, en loue une partie également. Et pour ce qui concerne les bureaux, les cellules commerciales, c'est aussi dans le cadre d'une vente. Tout ça, c'est assez complexe, hein, il y a des enchevêtrements multiples. Mais ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, on est très satisfait que le projet ait pu devenir réalité, puisque ça fait bien 10 ans qu'il a mûri, qu'il a évolué au gré des différentes réunions. Donc c'est une vraie réussite, hein. Quand le projet il a été livré, ça a été une récompense partagée. Et derrière tout ça, il y a aussi tout le travail partenarial. Il y a eu de nombreuses réunions de calage, d'arbitrage. Et donc aujourd'hui, voilà, on est content que le village prenne vie. Bien sûr, hein, c'est le début de l'aventure aussi, hein, de l'animer et de le maintenir dans ses réussites. Mais voilà, je pense que tout le monde est satisfait aujourd'hui que ce village existe depuis maintenant plus d'1 an. Parfait. Donc, une petite question de façon très concise. Est-ce qu'il y a d'autres associations que vous accompagnez, d'autres projets atypiques comme celui des 5 ponts ? Oui, alors CDC Habitat, donc effectivement, on construit pour nous, mais on construit aussi pour le compte d'associations dont la mission est de loger des publics plus vulnérables. Donc on accompagne notamment des associations qui ont pour mission le logement, l'hébergement des personnes en situation de handicap. Donc c'est le cas notamment avec la DAPI. On a aussi des partenariats sur Nantes avec l'association Les Maisons de Sirène. On a aussi contribué à la construction de maisons partagées. On a aussi d'autres projets, d'autres résidences pour des personnes âgées, et puis aussi d'autres exemples pour loger les femmes victimes de violences conjugales. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Adeline, le mot de la fin, c'est pour vous. Je crois que le village des 5 ponts est un projet qui inspire nos territoires, les pays européens. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, c'est un projet qui a un très fort impact, qui est vraiment un projet très innovant. Du coup, on souhaite aussi pouvoir transmettre nos expériences à d'autres. Donc on a des villes françaises déjà qui sont venues visiter, qui sont très intéressées, hein. Il y a la ville de Toulouse ou de Strasbourg. Et puis on a des pays d'Europe qui sont venus visiter, la Belgique, les Pays-Bas. Et on est très fiers de dire que même la ville de Seattle est venue aux 5 ponts pour s'inspirer du projet. Et c'est notre petite fierté à nous. Je comprends. Merci à toutes les deux pour la qualité de cet échange. Passons à notre deuxième sujet, les pensions de famille. Adoma. Adoma est un acteur majeur de l'insertion par le logement. C'est le premier opérateur national du logement accompagné et de l'hébergement pour les personnes qui rencontrent de grandes difficultés sociales et économiques. Pour cet échange, j'ai le plaisir d'accueillir qui vont me rejoindre Rachida El Abed, qui est responsable de la pension de famille Adoma à Massy en Essonne. Bonjour Rachida. Et Sophie Mindé, qui est directrice de la gestion locative et sociale pour Adoma CDC Habitat. Bonjour Sophie. Nous commençons avec vous. En quelques mots, quelle est la mission d'Adoma ? Bonjour à tous. Merci de nous accueillir ici au Printemps des Territoires. Alors, peut-être juste pour situer Adoma, vous l'avez dit en quelques mots, mais je compléterai. Adoma est une société d'économie mixte qui est une filiale de CDC Habitat, elle-même filiale de la Banque des Territoires qui nous accueille aujourd'hui. Et comme vous l'avez dit Maud, nous sommes le premier opérateur national du logement accompagné, qui est une forme de logement très social, ainsi que le premier opérateur national de l'hébergement, principalement à destination des demandeurs d'asile. Donc concrètement, nous logeons et nous hébergeons plus de 88 000 personnes sur l'ensemble du territoire national. À ce titre, nous construisons et nous gérons des résidences sociales, des foyers de travailleurs migrants qui constituent notre produit historique aujourd'hui en évolution. Nous construisons et nous gérons également des pensions de famille que nous allons évoquer plus avant aujourd'hui. Et nos résidences, dans leur ensemble, elles accueillent une diversité de publics. Pour à peu près un tiers des bénéficiaires des minima sociaux, un autre tiers, pour schématiser, sont les anciens travailleurs migrants aujourd'hui âgés. Et puis le tiers restant, ce sont des travailleurs souvent aux ressources précaires ou limitées. Et donc l'ensemble de ces personnes
peinent à se loger dans le parc privé ainsi que dans le parc social classique. Et nous leur offrons une solution de logement ou d'hébergement assortie d'un accompagnement de proximité que Rachida évoquera plus avant. Et peut-être pour évoquer en 2 mots, mais Rachida le fera également de façon plus précise, les pensions de famille, c'est un dispositif plus récent. Ce sont des résidences sociales de petite taille, 20, 25, 30 logements, qui accueillent une population peut-être davantage marginalisée que celle que nous accueillons dans nos résidences sociales classiques. Et voilà, dont Rachida décrira le fonctionnement in situ de façon plus précise. Et donc on a aujourd'hui 54 pensions de famille et c'est un produit qui est appelé à se développer plus fortement dans les années à venir. Très clair. Alors Rachida, c'est un projet qui est né d'une expérimentation, les maisons relais. En créant ces maisons, on a pu constater que le collectif, le vivre ensemble, était un grand facilitateur de réinsertion. Dites-nous en plus, c'est quoi la particularité des pensions de famille ? Alors effectivement, nous avons constaté que la vie en commun permettait de créer un collectif, vecteur de lien social. Et qu'en venant y inclure l'accompagnement quotidien, on pouvait se réinsérer. La particularité des pensions de famille, c'est qu'il n'y a pas de limitation de durée et que l'accompagnement y est soutenu et quotidien. C'est la différence avec la résidence sociale et le HLM classique. Autre particularité, nous sommes sur des dispositifs à taille humaine. Prenons l'exemple de la pension de famille de Massy, nous pouvons accueillir jusqu'à 34 personnes. Donc réellement, ce faible effectif va nous permettre d'être au plus proche des besoins de notre public. Nous partons donc du principe que le logement est un élément central du processus de réinsertion auquel on va venir y inclure la dimension collective. Très clair. Mais le choix justement du nom, pension de famille pour des personnes isolées, j'imagine que ce n'est pas anodin. Pourquoi ce nom ? Alors c'est un état d'esprit. L'essence même des pensions de famille réside dans leur dimension collective et familiale. En aucun cas, ça ne peut être une solution de logement par défaut. Concrètement, les résidents, entre eux, vont développer un système de solidarité et d'entraide au cœur de l'habitat. Puis progressivement, ils vont dupliquer ce schéma au niveau local, à l'extérieur de la pension de famille. Le postulat de départ est de se dire qu'on a besoin de l'autre pour prendre conscience de soi, se réadapter à un système collectif, donc social. La pension de famille va donc permettre aux résidents d'évoluer dans un cadre contenant et sécurisant. Et justement, dans la pension de famille, comment fonctionne le parcours de réinsertion ? Alors, tout part du résident et de la connaissance que l'on a de son parcours. Avoir une vision globale de chaque situation afin de pouvoir identifier les freins à la réinsertion et à l'autonomie. Sans cela, il nous est difficile de travailler avec le résident. Nous allons donc construire avec lui son projet de vie et replacer le résident au cœur de son projet. Identifier avec lui, avoir des perspectives à court, moyen et long terme. Une fois l'ensemble des projets de vie réalisés, on va mettre en œuvre, on va donner vie à un projet d'établissement qui part des projets de vie, qui part donc des résidents. Ce projet d'établissement, il est en réalité une cartographie, une photo de famille de ce qui se passe dans une pension de famille à un moment T dans un secteur géographique précis. Autant dire qu'il existe autant de projets d'établissement que de pensions de famille. En cela, nous pouvons dire que l'accompagnement qui est proposé dans les pensions de famille est un accompagnement sur mesure. Pour ce faire, nous ne travaillons pas seuls, Maud. Nous nous appuyons sur des opérateurs pensions de famille, mais également sur des partenaires extérieurs tels que les collectivités locales, les associations, les services de soins, et nous pourrions en citer encore beaucoup d'autres. Effectivement, c'est du sur-mesure. Mais est-ce que vous pouvez nous donner un exemple précis de projet de réinsertion réussi ? Oui, tout à fait. Au sein de la pension de famille Adoma de Massy, nous avons plusieurs résidents qui ont un talent en art. Sauf que lorsqu'ils sont arrivés sur le dispositif, ils n'en avaient pas forcément conscience. Ils avaient juste des envies. Nous sommes donc partis de ces envies et nous avons mis en place des ateliers d'art-thérapie en collaboration avec la psychologue qui intervient sur le service. Très rapidement, nous nous sommes rendus compte que ce qui était produit par les résidents était tout à fait spectaculaire, très artistique.
Nous leur avons donc proposé de les inscrire au Salon des artistes, qui est une manifestation culturelle organisée par la municipalité de Massy. Donc pendant une semaine, les résidents ont exposé leurs œuvres. Génial. Et le jour du vernissage, monsieur le maire était présent, ainsi que ses élus. Et face à ce beau travail de restitution, ils leur ont proposé de travailler avec une structure de proximité de quartier qui est l'espace L'Innoventura. Aujourd'hui, nous avons des résidents qui animent des ateliers créatifs et artistiques à destination d'enfants et d'habitants du quartier. Donc on voit comment à partir d'un souhait, d'un atelier, les résidents ont pu s'inscrire dans un processus dynamique local à portée culturelle, à portée éducative, à portée intergénérationnelle. Et comment ces interventions-là ont permis aux résidents de reprendre confiance en eux et en estime d'eux-mêmes. C'est ça, la pension de famille. C'est de permettre cet espace commun où chacun va venir exprimer ce qu'il a de plus profond. Car oui, Maud, la précarité n'exclut pas le talent. On est bien d'accord. Alors pour finir, est-ce que vous pouvez nous donner des avantages d'avoir une ou des pensions de famille dans sa ville ou dans son territoire? Alors aujourd'hui, les pensions de famille sont clairement des leviers pour les villes, car l'intégration des résidents favorise l'inclusion et la mixité sociale dans les projets de quartier et dans le quotidien. Aujourd'hui, nous sommes des leviers pour les travailleurs sociaux de secteur, mairie, maison départementale des solidarités et toute autre structure. Nous sommes des relais aidants, nous travaillons ensemble quotidiennement. Nous créons cette jonction entre l'interne et l'externe du dispositif, de par notre travail de coordination des actions, mais pas que. On coordonne aussi les partenaires qui gravitent autour de chaque situation. Nous créons ainsi le maillage partenarial nécessaire sur un territoire afin d'éviter les doublons dans la gestion des situations, gagner en efficacité, temps et argent. Parfait. Merci Rachida pour ce témoignage. Sophie, le mot de la fin est pour vous. Quels sont les prochains enjeux pour Adoma ? Alors les grands enjeux d'Adoma, en relation avec l'atelier auquel nous participons, c'est bien sûr le développement des pensions de famille. Je crois l'avoir dit en introduction, nous en comptons aujourd'hui 54. Et nous nous fixons comme objectif à horizon 2031 d'en développer jusqu'à 105. Sachant que cet objectif d'entreprise s'inscrit dans un cadre plus large qui est celui du logement d'abord, dont les participants ont peut-être entendu parler. Voilà, le logement d'abord est un plan gouvernemental qui promeut notamment le développement des pensions de famille. Donc on s'inscrit pleinement dans cet objectif national. Donc voilà un premier axe de travail pour nous. Et plus largement, le développement des pensions de famille s'inscrit dans une orientation encore plus large qui est la nôtre, qui est celle de notre plan stratégique de patrimoine. Adoma est engagé depuis plusieurs années, depuis 2012 maintenant, dans la transformation complète de son parc de foyers de travailleurs migrants qui à terme vont être transformés en résidence sociale ou en pension de famille, c'est-à-dire en résidence constituée de logements autonomes versus les chambres que comportaient initialement les foyers de travailleurs migrants. Et ce plan-là nous engage sur la durée puisqu'il va nous porter jusqu'en 2028 et implique d'engager plus de 4 milliards d'euros donc dans la transformation de ce parc. Donc voilà deux axes principaux. Il me semble également important, enfin vous m'en donnez l'opportunité de citer le fait, l'orientation d'Adoma qui est aujourd'hui également de développer davantage de solutions de logement à destination des jeunes, c'est-à-dire des résidences sociales orientées en direction des jeunes et notamment des jeunes actifs dont on connaît les difficultés considérables d'accès au logement. Donc voilà, l'ensemble de ces orientations vont nous porter dans les 10 ans à venir et cela suppose évidemment de travailler en lien étroit avec nos partenaires et en particulier avec les collectivités locales qui constituent le premier maillon, disons, d'acceptabilité de nos produits. Très clair. Merci beaucoup. Merci pour la qualité de cet échange. C'est le temps des questions-réponses. Il doit nous rester une quinzaine de minutes. Vous pouvez les adresser pour les pensions de famille Adoma, mais aussi pour le village des 5 ponts à Nantes. Donc, est-ce que quelqu'un a une question, un sujet qu'il souhaite approfondir? Oui, monsieur, on vous écoute. C'est vrai que du coup, c'est là le souci. Bonjour.
Alors, une question pour monsieur, pour les pensions de famille ou pour le village des 5 Ponts? Alors, pour vous deux, donc, êtes-vous amenés à intervenir dans la ruralité Alors, peut-être pour évoquer les pensions de famille et plus généralement les résidences sociales à Doma. Alors, il est vrai que d'une façon générale, nous intervenons plus particulièrement sur les territoires en tension du point de vue de l'offre de logement, c'est-à-dire sur les territoires métropolitains. Néanmoins, nous avons quelques exemples de pensions de famille dans des zones plus détendues, quasi rurales. Vous évoquez le sujet de l'acceptabilité de ce produit. Peut-être quand même ce qu'on a, je crois, oublié de préciser dans d'autres interventions à Rachida et moi-même, c'est que donc les pensions de famille, outre qu'elles sont des résidences de petite taille, il y a quand même un accompagnement très renforcé au travers d'un binôme constitué du responsable de pension de famille et de l'agent d'animation. Donc on a quand même 2 personnes à temps plein qui s'occupent d'une petite quantité de résidents. Donc ça, c'est vraiment, c'est vraiment facteur d'inclusion des personnes et puis également facteur de lien avec le territoire limitrophe. Donc je ne sais pas si ça répond à votre question. En tout cas, ce que je voulais également vous préciser, c'est que tous les projets de pension de famille et de résidence sociale à Doma sont forcément travaillés en lien avec les collectivités locales. Nous élaborons des projets sociaux. Le projet social, c'est un document à caractère réglementaire qui est une annexe à la convention APL, pour rentrer un peu dans la technique. Et le projet social fait l'objet d'une élaboration partenariale au travers de comités de pilotage, comités techniques. Et donc, c'est un type de produit, de logement, qui ne peut pas advenir sans le concours et la participation active des collectivités d'implantation. Une autre question peut-être? Oui, donc la question est la suivante. Est-ce qu'on peut dupliquer ou avoir un projet comme le village solidaire à Nantes dans tout type de territoire, qu'il soit urbain ou rural? Moi, ce que je peux dire, alors déjà, c'est un projet qui est assez unique déjà en France. Donc il y avait quelques exemples déjà des amorces en région parisienne qui se rapprochaient de ce modèle-là. Il y a des projets comme ça aussi à l'étranger sur lesquels on s'est inspiré, notamment aux Pays-Bas. Alors la question est de savoir, est-ce qu'on peut le dupliquer ailleurs, notamment dans les espaces, les milieux ruraux? C'est une vraie question. Et à la limite, j'ai envie de vous dire, on n'espère pas, parce que ça voudrait dire que le sans-abrisme s'étend bien au-delà des villes, dans les milieux ruraux. Mais si la problématique se pose, on accompagnera forcément à un moment donné le développement de projets comme celui-là. On est bien. Tenez. Dans notre département du Nord, nous n'avons quasiment pas de fermes thérapeutiques, alors que les Belges en ont pléthore. Tout simplement parce qu'on a assimilé l'autisme à la psychiatrie, si vous voulez. Or, aujourd'hui, dans les projets de réaménagement et de revitalisation des territoires ruraux, cette démarche de mettre en place des résidences intergénérationnelles en écohabitat adossées à des fermes thérapeutiques, ça pourrait être peut-être le fait de faire appel à vos conseils. D'autres questions? Bonjour, j'ai une question pour le village solidaire. Je voulais savoir comment ça... Je vous laisse mettre vos questions pour le village solidaire. Je voulais savoir en termes d'animation, comment est-ce que vous étiez organisé entre l'association et CDC Habitat et qui mettait les moyens en termes de présence de gardiens sur place, donc pour des missions à la fois de gardiennage, de gestion locative, mais aussi pour les missions d'animation. Alors, je peux répondre en partie... Et puis je passerai ensuite le micro à Adeline. Ce qui a été mis en place dès l'ouverture du village solidaire, c'est la création d'une association qui regroupe, dont les membres sont les partenaires du projet depuis le début, notamment l'association Les Eaux Vives Emmaüs, CDC Habitat. Il y a aussi le syndic de copropriété, qui est aussi un acteur majeur qui participe à la bonne gestion du lieu. Cette association, elle a déjà pour rôle de justement développer ces actions de convivialité, ces actions de lien social en fait sur le village. Donc c'est un rôle de coordinateur au sens général entre toutes les parties prenantes. Donc déjà ça c'était un choix important d'avoir cette association-là, pour assurer cette coordination. Et puis nous, CDC Habitat, on a un gardien sur place, donc qui a ce rôle aussi
de veiller au bon maintien du vivre ensemble et puis au bon état de gestion de la résidence en général. Mais après, je peux passer le micro à Adeline, qui vit au quotidien dans ce lieu et qui pourra vous faire part un petit peu des actions qui ont pu être menées et puis un premier retour d'expérience, un premier bilan par rapport à l'efficacité de ces actions. Oui, disons qu'on organise beaucoup d'animations qui sont ouvertes sur l'extérieur et qui peuvent plaire au plus grand nombre pour essayer vraiment d'être dans une mixité totale. Donc dimanche dernier, par exemple, on a organisé un vide-grenier. Où des habitants du quartier pouvaient tenir un stand. On avait un stand Les Eaux Vives pour faire une vente solidaire avec les dons de nos bénévoles. Mais ça a attiré beaucoup de monde du quartier comme un vide-grenier assez classique et comme une place de village assez classique. Et c'est vraiment tout l'enjeu de ces animations-là. Après, il y a eu une grosse démarche d'aller vers les voisins et les habitants aussi pour les impliquer et pour aller aussi connaître leurs envies d'animation, leurs envies de vivre, comment ils voulaient vivre dans le village, quelles activités ils souhaitaient aussi mettre en place. Et puis en amont du projet, on a eu aussi toute une participation de l'Europe sur ce qu'on a appelé l'activation d'un quartier solidaire. Ce qui nous a permis, avant d'emménager dans les lieux, de pouvoir travailler déjà avec l'entourage le plus proche des bâtiments, les commerçants qui étaient déjà implantés dans le quartier, les voisins qui étaient déjà dans les bâtiments autour, pour présenter le projet, dire qu'on allait arriver, qu'il allait y avoir un village ouvert avec de l'animation extérieure, etc. Donc on a une vie de quartier au-delà d'une vie de village qui s'est mise en place, qui nous est permis, grâce notamment à cette structure du village solidaire qu'on a monté avec l'ensemble des partenaires, et qui est financer aussi ce village par des fonds publics notamment, pour nous permettre cette animation et cette vie de quartier. D'autres questions ? Bonjour. Moi, je vais décrire une situation qui est un petit peu différente de celle auxquelles vous avez à faire face, mais qui est une situation que vont connaître beaucoup de villes balnéaires. Vous savez que dans ces villes au bord du littoral, il y a une activité très forte, mais pendant très peu de temps. Et par contre, il y a de plus en plus de gens qui viennent y habiter. Et donc on observe donc deux choses. Des gens qui sont occupés pendant 3-4 mois et à l'arrêt, souvent au chômage, le reste du temps. Deuxième chose, des gens qui ne peuvent plus se loger sur place, ni acheter, ni même louer. Donc ça a fini par créer des tensions sociales assez importantes. Elles ne sont pas du niveau de celles que vous décrivez, mais elles sont réelles, importantes et elles s'empirent. Est-ce que, de ce que vous savez, vous, les unes ou les autres, il y aura des solutions au problème du logement dans les prochaines années dans ces territoires? Merci. Vraiment, monsieur, je vais vous répondre de façon assez impressionniste et partielle certainement, parce que là, on est au-delà du champ qui est couvert par cet atelier. Les problématiques que vous décrivez et qui sont effectivement croissantes sur un certain nombre de territoires touristiques, je pense qu'il est possible d'y répondre par une diversité de solutions. J'ai évidemment envie de vous dire que dans un contexte où il est de plus en plus difficile de se loger dans le parc privé, l'habitat social, différentes formes d'habitat social, peuvent constituer une réponse de logement à des tarifs abordables. Et il y a d'autres solutions qui sont à la main des responsables politiques locaux, tels que
Et là, vraiment, je m'exprime avec précaution parce que je dépasse mon champ d'intervention chez Adoma. Il y a des solutions telles que l'encadrement des loyers, telles que la limitation assez substantielle des résidences à vocation touristique, type Airbnb ou autre. Toutes ces solutions-là peuvent concourir à remettre sur le marché locatif des logements à des tarifs plus ou moins abordables. Parce qu'en fait, c'est ça l'enjeu, c'est de préserver une offre en logement, notamment en logement locatif, à des tarifs abordables pour le plus grand nombre. Donc c'est vrai que les solutions qu'on a abordées aujourd'hui, je pense, n'adressent pas le problème que vous décrivez, et certainement qu'il convient d'étudier un panel de solutions, production en logements locatifs sociaux, encadrement des loyers, limitation des appartements à vocation saisonnière, font certainement partie des solutions. Je me permets de compléter la réponse de ma collègue Sophie, parce que je suis Emmanuel Balluff, directeur général d'Adoma, pour évoquer une piste sur laquelle nous travaillons. Elle n'est qu'à l'état de piste aujourd'hui, mais on se rapproche d'une phase de prototypage qui porte sur ce que nous appelons pour le moment en interne des résidences mobilité, dont l'objet sera précisément de répondre à ce type de besoin que vous exprimiez, qu'on a bien identifié de fait et qui remonte régulièrement dans nos instances. On a un conseil d'administration dans lequel les élus sont aussi représentés et qui visera entre autres à répondre effectivement à des besoins de logement temporaire sur des durées assez courtes et sur un modèle qui est d'ailleurs plutôt un modèle hôtelier qu'on ne pratique pas couramment. C'est la raison pour laquelle on y rentre avec un certain nombre de précautions, mais qui peut aussi répondre à des besoins complémentaires qui sont ceux de travailleurs en mission temporaire pour le compte de leur entreprise, de personnes qui sont en alternance et qui n'ont que des besoins de logement là aussi temporaires. Donc il faut qu'on trouve un modèle. On y travaille depuis quelques mois maintenant et notre objectif c'est dans les mois qui viennent de lancer des expérimentations de ce qu'on appelle aujourd'hui en interne des résidences mobilité. On a peut-être encore un peu de temps pour une ou deux questions. Non? Certains? Je vous souhaite à tous une très bonne journée au Printemps des Territoires. Et moi, je vous attends, si ça vous intéresse, à 11h pour un autre atelier qui traitera de comment lutter contre l'habitat privé dégradé. Voilà, très bonne journée à tous.